Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo consacrée à la défense des Celtics, parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette équipe des Celtics est actuellement la meilleure défense de la NBA, et si comme moi vous vous intéressez au pourquoi, vous intéressez au comment, et bien via cette vidéo je vais essayer de vous expliquer comment cette défense des Celtics est parvenue comme ça au sommet de la NBA, une progression, vous allez voir, atypique, plus ou moins inattendue, parce que personne, finalement, durant l'été, ne pronostiquait ces Celtics à ce niveau-là en défense, moi le premier. Je les imaginais pas du tout en capacité d'être la meilleure défense de la ligue, et plus que jamais, quand on parle de défense, ce bon vieux proverbe d'Aristote s'applique, la totalité est plus que la somme des parties. C'est-à-dire que l'addition des défenseurs eh bien, vous permet d'obtenir quelque chose de supérieur à la simple addition arithmétique de tout ça. Autrement dit, eh bien, vous pouvez additionner des joueurs moyens en défense et vous n'obtiendrez pas forcément une défense moyenne. 5 joueurs moyens, vous pouvez avoir une très très bonne défense. Et à contrario, vous pouvez faire un mix de très bons défenseurs et de très mauvais, eh bien vous n'obtiendrez pas une défense moyenne, vous obtiendrez vraisemblablement une très mauvaise défense. Donc dans la défense, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de logique arithmétique et c'est ça qui est très 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 intéressant. Et ces Celtics, eh bien, ont trouvé une formule qui marche très très bien et que je vous propose eh bien, de développer ensemble dans cette vidéo. Donc c'est actuellement, je vous le disais, vous le savez, la meilleure défense de la NBA. On est à moins de 96 points encaissés pour 100 possessions jouées, donc on est à un très très bon niveau défensif. C'était déjà une défense correcte la saison passée, 12e défense de la NBA, mais on est passé de 105 points encaissés à 95. Donc on a fait vraiment un grand écart qui est absolument fascinant, et cette progression, vous allez le voir, elle est vraiment atypique. Elle n'est pas comme on pourrait l'entendre quand on parle de progresser en défendre. Parce que bien défendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire eh bien, forcer un pourcentage de réussite adverse le plus bas possible dans ce que j'ai appelé les hot zones. C'est bien entendu forcer des pertes de balles, parce qu'il n'y a rien de mieux que d'empêcher l'adversaire de tirer, et bien sûr verrouiller au rebond, parce que vous pouvez avoir la meilleure contestation des tirs possible, si vous arrachez pas les rebonds défensifs derrière, ça sert à rien. Donc, dès lors qu'on veut progresser en défense, eh bien on s'améliore dans ces compartiments-là, et principalement dans la contestation des tirs à haut pourcentage. Les hot zones, c'est quoi ? Ce sont bien entendu les tirs à 3 points, avec la prépondérance du tir à 3 points dans la NBA moderne. Vous ne pouvez pas être une bonne défense si vous contestez mal ces tirs à 3 points qui sont très rémunérateurs. Et bien entendu les tirs tentés tout près du cercle, parce que sous le panier on est à 60% de réussite. Et si vous laissez l'adversaire direct tourner à 80%, vous êtes mal. Et puis les hot zones dans la NBA moderne, c'est 75 à 80% du volume total de tirs tentés. Donc c'est des zones qui sont devenues très 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 fréquentées, c'est les grands boulevards de la NBA. Je vous propose un petit comparatif avec l'équipe des Warriors entre 2012 et 2014. Pourquoi je vous compare avec les Warriors en parlant des Celtics? Parce que vous allez voir que le contexte se ressemble beaucoup et assez similaire. Les Warriors de 2012-2013 étaient la 13e défense de la NBA. Donc, comme les Celtics, c'était une défense correcte. Ils avaient gagné 47 matchs, ils étaient en play-off, ils étaient en phase de montée en puissance, un peu comme les Celtics. Et puis, sur la saison suivante, 2013-2014, ils sont passés de la 13e à la 3e place en défense. Donc ils ont vraiment fait un bond en avant dans leur capacité défensive. Sur 2012-2013, c'était la 16e défense de la ligue pour les tirs de près, la 6e défense pour les tirs à 3 points, et c'était déjà une très très bonne équipe de rebond, première de la NBA au rebond défensif, et 28e dans la capacité à faire provoquer des pertes de balles à l'adversaire. Et comment s'est matérialisée la progression des Warriors? Eh bien, par une explosion des capacités défensives sur la contestation des tirs, parce qu'on est passé de la 16e défense à la 6e défense des tirs de près. On est resté relativement bon sur la défense des tirs à 3 points, et on est resté effectivement une très bonne équipe de rebond. Donc c'est en étant beaucoup plus en capacité de contester les tirs tentés à moins de 2,5 m du panier que ces Warriors, ils ont franchi un cap en défense, vraiment pour schématiser. Alors quid de ces Celtics 2017-2018? Est-ce qu'ils ont suivi ce chemin-là, qui est le chemin classique, si vous voulez, de la progression en défense? Et bien sur 2017-2018,
c'est la 6e défense des tirs de près, très très bien. 4e défense des tirs à 3 points, très très bien, mais c'était déjà une très très bonne défense dans ces compartiments-là la saison passée. Alors ils étaient 14e dans la défense des tirs de près, sauf que regardez, on passe de 56 à 55%. En fait, sur cette saison, la 2017-2018, entre le 14e et le 5 ou 6e, ça se tient dans un mouchoir sur une amplitude qui est très très faible. Donc, eh bien, l'équipe des Celtics actuellement, c'est une très bonne défense des hot zones, mais c'était déjà une très bonne défense des hot zones par le passé, et gagner 1% en défense là, sur les tirs de près, ça correspond à peu près à moins de 2 points par match en moyenne. Donc certes, c'est toujours 2 points qui ont été récoltés en moins, mais ça n'explique pas cette progression faramineuse des Celtics en défense. Ils étaient déjà bons, ils sont restés bons dans la contestation des hot zones. Là où il y a eu une vraie progression dans la défense, c'est dans la contestation des tirs à mi-distance. Alors les tirs à mi-distance ne pèsent plus beaucoup dans l'attaque moderne dans la NBA, mais la progression a été suffisamment remarquable pour que ça ait un vrai impact sur cette défense des Celtics, parce que regardez la saison passée, les Celtics, eh bien, ils défendaient très très mal les tirs à mi-distance, et cette saison, eh bien, la contestation des tirs à mi-distance, elle est vraiment extraordinaire. On est allé gagner, entre 10 et 8 points de pourcentage sur ces tirs à mi-distance. Ça représente que 20% de l'attaque, mais quand sur 20% de l'attaque, vous passez de la 23e défense en accordant 41% à l'adversaire, à la 3e, en lui accordant plus que 35%, et bien là, vous faites vraiment un bond en avant, et c'est ce que ces Celtics ont fait dans cette capacité à très très bien contester les tirs à mi-distance. On verra dans la deuxième partie de la vidéo comment ils arrivent à bien contester ces tirs à mi-distance. Et puis, pour la capacité à provoquer des pertes de balles, on est resté à un niveau intermédiaire, donc on n'a pas progressé dans ce compartiment-là qui compte pour définir une bonne défense. Il y a une vraie et unique et grosse et majeure raison qui est un peu atypique et qui est un peu inattendue. Et c'est pour ça que j'ai trouvé cette vidéo très très intéressante à vous proposer. On a vu, ça a progressé un petit peu dans la contestation des tirs à mi-distance, on est allé gagner un petit peu, mais la vraie raison, c'est l'explosion de cette défense des Celtics sur le rebond défensif. La saison passée, on avait la 27e équipe NBA au rebond défensif, 75% des rebonds disponibles arrachés en défense. On est passé à la 3e meilleure équipe de la NBA au rebond défensif. On est passé de 75 à 81% de rebonds défensifs arrachés. Et ces rebonds défensifs arrachés, c'est autant de rebonds offensifs en moins pour l'adversaire. Donc d'opportunités d'avoir une autre possession, une autre occasion, eh bien, d'aller mettre un panier. Donc, si on rentre dans le détail, c'est ce que je vous disais, en comparant avec les rebonds offensifs, on avait la saison passée une équipe des Celtics qui accordait 14 points à ses adversaires en panier en deuxième intention après un rebond offensif. C'était le 27e, c'était la 27e place de la NBA, et cette saison, on n'accorde plus que 9 points en deuxième intention aux adversaires directs. On est passé à la 4e place de la NBA. Donc le verrouillage total du rebond défensif, c'est la clé de cette bonne défense, de cette explosion de la défense des Celtics, en tout cas de la progression de la défense des Celtics, parce que ce qu'on faisait bien, on a continué de bien le faire, et on a vraiment franchi un palier grâce au rebond. Regardez, 5 points de différentiel en moins sur un match. On le disait, les Celtics, ils ont gagné à peu près 10 points. La moitié de l'explication, elle est là. Vous l'avez déjà là. Donc, facteur qui est absolument déterminant. Ce qui est aussi fascinant, c'est que la saison passée, cette équipe des Celtics était la 29e dans le pourcentage de probabilité d'avoir un rebond. Alors, c'est quoi ce pourcentage de probabilité d'avoir un rebond? C'est quand un joueur des Celtics avait un rebond qui lui passait au-dessus de la tête. Eh bien, les Celtics étaient la 29e équipe de la NBA pour cette capacité à arracher un rebond qui passe au-dessus de la tête d'un Celtics, et c'est devenu la 4e équipe cette année. Donc on est beaucoup plus agressif au rebond défensif. Les rebonds qui nous passent au-dessus de la tête, on va les contester, on va batailler pour les arracher,
Et on ne les laisse plus à l'adversaire comme c'était le cas la saison passée. Et cette faiblesse au rebond la saison passée, elle a tué les Celtics. Souvenez-vous de la finale de conférence face aux Cavs, le nombre de rebonds offensifs qui ont été arrachés par cette équipe de Cleveland. Et ça a complètement détruit toute la bonne volonté des Celtics. Il y a plein d'autres explications. Mais cette faiblesse au rebond était une des explications de cette faible défense des Celtics. Et puis quand vous regardez dans le détail des 8 joueurs qui en moyenne jouaient le plus sur la saison passée et sur cette saison, eh bien vous vous rendez compte qu'il y a cette année 1, 2, 3, 4 joueurs à plus de 18% de rebond défensif, c'est-à-dire cette variable-là, par exemple 24% pour Al Horford, ça veut dire que quand Al Horford est sur le terrain, 24% de tous les potentiels rebonds défensifs qui circulent sur le terrain sont arrachés par Al Horford. Donc je vous le disais, il y avait 1, 2, 3, 4 joueurs à plus de 18% de rebond dans les 8 joueurs qui jouent le plus, et la saison passée, il n'y avait que 2 joueurs. Il n'y avait que 2 joueurs à plus de 18%. Donc effectivement, on a une multiplicité de joueurs en capacité de prendre des rebonds. Et ça, eh bien, ça a considérablement renforcé cette équipe des Celtics au rebond. Et bon rebond égale bonne défense, tout simplement. Parce que le rebond défensif, c'est ce qui conclut une séquence défensive. Alors, on vient de vous montrer dans quel compartiment ces Celtics ont progressé en défense et finalement comment ils sont passés de la 12e place à la première place. Maintenant on va voir exactement pourquoi. Pourquoi ils sont meilleurs au rebond, pourquoi ils sont meilleurs dans la contestation des tirs, grâce à qui, etc. etc. Alors, première explication, au-delà de ce que je viens de vous présenter, c'est la disparition du problème structurel de cette équipe des Celtics. Alors souvenez-vous, je vous en avais parlé dans ma vidéo analyse intersaison de cette équipe de Boston. Cette équipe de Boston qui avait des bons défenseurs dans ses rangs, je pense notamment à Bradley, je pense notamment à Crowder, mais qui structurellement n'était pas en capacité de placer ses joueurs dans des situations où défensivement ils pouvaient faire bloc. Revoyez ma vidéo, j'avais passé au moins 30 minutes là-dessus pour vous expliquer ça, mais en gros la saison passée, vous aviez cette triplette-là et cette triplette-là qui étaient extrêmement utilisées dans les rotations de Brad Stevens, et cette triplette eh bien, cumulait 560 cm, 270 kg, et cette triplette-là qui finissait les matchs cumulait 556 cm, 263 kg, bref, c'était beaucoup trop petit et surtout beaucoup trop léger pour tenir les adversaires directs qui affrontaient cette équipe de Boston. Ayez bien en tête que le gabarit de Avery Bradley, j'adore Avery Bradley, il a une vraie explosivité, une vraie tonicité en défense, mais le gabarit de Avery Bradley, c'est le gabarit de Tony Parker. Et quand Avery Bradley ça changeait en défense, il se retrouvait sur LeBron James, malgré toute la bonne volonté du monde, il pouvait rien faire. Et c'est encore plus vrai quand c'est Isaiah Thomas qui changeait sur LeBron James. Bref, structurellement, on était trop petit, trop léger, et malgré toute la bonne volonté du monde, eh bien, on ne tenait pas face aux adversaires directs, qui étaient plus grands et plus lourds, comparé avec les Warriors et les Cavs, si on identifie les 5 de départ, voyez qu'il y a 40 cm, 40 kg de plus. Et à un moment ou un autre, quand il s'agit de batailler, eh bien, ces centimètres et ces kilos en moins, vous les ressentez. Sur cette saison, quand on fait l'addition de ce qu'on pourrait appeler la ligne arrière-ailier, vraiment pour faire simple, eh bien, on arrive à 594 cm, 281 kg, et on est parfaitement dans les standards taille-poids par rapport aux adversaires directs. N'oubliez pas qu'on parle souvent de small ball, tall ball, c'est pas la taille qui compte forcément. C'est aussi le poids. Regardez Porzingis, il fait 2,20 m, mais il est très 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 léger. Et on a encore vu il n'y a pas longtemps les Knicks opposés aux Cavs, LeBron James dégage Porzingis comme un 33 tonnes dégagerait un cycliste. C'est pas forcément la taille qui compte, c'est aussi le poids. Regardez un Draymond Green, c'est pas le plus grand sur le terrain, mais il est en tonicité, il est en muscle, il est en kilos, et il fait le ménage dans la raquette. C'est ce que Rodman faisait très très bien, des Charles Oakley faisaient très très bien. Donc ne réfléchissez pas forcément dans les oppositions en taille, réfléchissez aussi dans les oppositions en poids et en différentiel poids-puissance.
Mais là, en gros, cette année, c'est là où je veux en venir, eh bien, en termes de taille, poids, puissance, vitesse, on match. On match avec les adversaires directs et du coup, ça tient la baraque, ça tient le coup. Et puis, chose remarquable, et ça c'est le dispositif de Brad Stevens, on a la possibilité pratiquement de changer sur tous les postes sans que ça génère vraiment de mismatch. En tout cas, entre le poste 2 et le poste 5. Donc entre Jaylen Brown, Tatum, Morris, Horford ou même vous mettez Baines à la place de Morris, eh bien tout le monde peut changer. Et vous pouvez avoir une séquence où Horford va changer pour prendre le joueur de Jaylen Brown va changer pour prendre le joueur de Horford, et ça ne crée pas forcément de gros déséquilibres. Et vous avez une continuité dans les qualités de défense que les Celtics ne se privent pas d'exploiter. Ils changent énormément dès que c'est en difficulté, il y a des aides à reprendre, etc. Et on est presque dans une espèce de défense de zone, si vous voulez, où chacun peut aller défendre sur n'importe qui. Et il y a une homogénéité de la défense qui fait que, eh bien, on ne laisse rien à l'adversaire direct, on ne laisse pas des situations de mismatch, et ça c'est extrêmement profitable, et c'est un petit peu le rêve de tout coach, en fait, de pouvoir faire changer à volonté tous vos joueurs en défense sans que ça génère vraiment de mismatch, parce que Al Horford est extrêmement mobile pour un intérieur. C'est pas un vrai pivot, mais il joue pivot, il s'en sort très très bien, mais il a une extraordinaire mobilité. Et Al Horford qui se retrouve à défendre sur un arrière, il arrive à contenir. Donc ça c'est vraiment remarquable. Et idem pour un Jaylen Brown ou un Tatum, s'ils doivent se retrouver à défendre sur un défenseur intérieur, sur un attaquant intérieur, eh bien ils peuvent essayer de passer devant, contester, et c'est solide, ça tient. Donc cette capacité à changer entre le poste 2 et 5, effectivement elle a offert à cette équipe des Celtics beaucoup plus de solutions tactiques en défense que la saison passée, où eh bien, quand vous aviez Avery Bradley qui jouait lié et qui devait changer, ça générait des mismatchs énormes, et c'était embêtant. Et d'ailleurs, eh bien, si vous regardez les 4-5 les plus utilisés sur ce début de saison par rapport à la saison passée, eh bien, vous avez 3 de ces 4-5 qui ont un niveau défensif, un net rating défensif, donc une moyenne de points encaissés pour 100 possessions jouées, qui est très 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 bas. Là où la saison passée, eh bien, vous aviez un 5 majeur qui avait un niveau défensif déjà pas très très élevé, on encaissait 106 points pour 100 possessions, on en encaisse que 85 là, sur ce 5 majeur avec Baines et Horford. Et puis arrivait effectivement le 5 qui finissait les matchs, le 5 ultra small ball avec Thomas Smart, Bradley Crowder. On était à 111 points encaissés pour 100 possessions, là où les Celtics cette année, s'ils veulent finir avec Irving, Smart, Tatum, Brown, Horford, vraisemblablement entre guillemets le meilleur 5 pour finir les matchs, eh bien on est à 98 points encaissés pour 100 possessions. Donc il y a une vraie progression parce que structurellement on est plus grand, on est plus solide. N'oubliez pas que Marcus Smart, il a exactement le même gabarit qu'un Dwayne Wade. Et on n'a jamais reproché à Dwayne Wade d'être une faille en défense dès lors qu'il jouait sur son poste d'arrière. Donc on a vraiment des joueurs qui sont bien utilisés, qui sont utilisés là où ils devraient être utilisés, et qui font bloc, et qui dans la globalité de l'équipe en défense font bloc, et ça fait déjà toute la différence. C'est aussi simple que ça fait toute la différence. Et puis on a aussi une aide, une intervention dans l'aide, qui est beaucoup plus efficace et dissuasive que la saison passée. Quand la saison passée, vous aviez un Avery Bradley qui venait s'interposer dans l'aide pour contester les drives, j'adore Avery Bradley, mais je vous le répète, il fait le gabarit de Tony Parker. Et quand vous devez arrêter en face un LeBron James qui drive, un Kevin Durant qui drive, ou un DeRozan qui drive, n'importe qui drive un peu en tonicité, Bradley, malheureusement, il ne pouvait pas s'interposer. De même, un Olynyk pouvait être un petit peu faible dans son interposition. Un Amir Johnson était correct, mais pouvait être un petit peu faible dans ses interventions. Idem pour un Thomas qui s'il devait aider de l'opposé, entre guillemets, servait à rien. Là, cette année, avec des Tatum, avec des Brown, on a quand même des ailiers en tonicité qui peuvent s'interposer, bien défendre, voire faire une grosse faute, mais on laisse rien de facile. Il y a
des Daniel Tice, des Baines, des bûcherons, je le dis de manière pas du tout péjorative, mais des bûcherons qui vont aller au charbon parce qu'ils sont payés pour ça et qui vont contester, qui vont être actifs dans l'aide et qui vont rien laisser de facile. Al Horford est également extraordinaire en défense sur ce début de saison. Et vous avez effectivement, et même un Morris m'a surpris, un Marcus Morris a été assez impressionnant, j'ai trouvé, défensivement dans ce début de saison, dans les quelques matchs où on l'a vu intervenir. Et effectivement, vous avez une aide qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus dissuasive que la saison passée, et notamment parce que Brown et Tatum ont énormément de temps de jeu et que c'est quand même, en termes de qualité athlétique, de longitude, je sais pas comment on dit, de longueur de bras si vous voulez, des joueurs qui peuvent effectivement largement contester. Et puis, il y a eu des explosions inattendues, c'est-à-dire des joueurs qui sont à un niveau défensif qu'on n'avait pas forcément pronostiqué durant l'été ou sur lesquels on avait des inconnus. Je pense notamment à Daniel Tice. Daniel Tice, certes, il joue 15 minutes par match, mais c'est le joueur qui a le plus d'impact si on regarde le defensive box plus minus, donc là, c'est lui qui a le plus gros impact défensif de l'équipe, parce que quand il est sur le terrain, il va bûcheronner, il va charbonner, et ajouté à ça, il arrache des rebonds. 22% de rebonds défensifs, c'est parfait. On a un Al Horford revigoré, on a un Baines. On s'attendait à ce que Baines, ça arrive pour prendre des rebonds, aille bûcheronner, mais son impact, il est vraiment très 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 marqué. Et puis, on a un Tatum, souvenez-vous, dont tous les scouts nous avaient parlé durant l'été de ses éventuelles faiblesses en défense. Et on a un Tatum qui s'avère être un excellent défenseur, que ce soit en contestation sur du 1 contre 1 où il tient parfaitement la boutique, mais également un très très bon défenseur dans son QI défensif, dans ses mouvements, si vous voulez, sur le terrain quand il est en défense sur un joueur qui n'a pas la balle. Il vient aider quand il faut, il fait des bons aider reprendre, il change en intelligence. Bref, on a un Tatum qui est vraiment ultra impressionnant. Au-delà de ses stats d'attaque, il est vraiment impressionnant en défense. Et tout n'est pas parfait, bien entendu. Mais si il a un impact défensif comme ça aussi élevé, c'est pas pour rien. C'est parce que défensivement, il est vraiment extraordinaire. Et puis on a Marcus Smart, bien entendu, dans un registre de défense qui est toujours là. Et un Irving qui finalement ne fait pas trop de tâches, hein, qu'on attendait un petit peu comme le point faible de cette défense des Celtics, comme pouvait l'être un peu Thomas, et qui finalement n'affaiblit pas, en tout cas pas particulièrement, cette défense des Celtics. Mais c'est vraiment sur Tice et Tatum. Tice, personne n'était sûr qu'il allait être dans la rotation, il y avait peut-être encore Zizic à l'époque, est-ce que les Celtics allaient recruter un autre intérieur, mais Tice, ce pourquoi il est là, il le fait bien, et l'explosion de Tatum, la confirmation en tout cas que c'est un très très bon joueur, de ce qu'on en a vu sur ce début de saison, c'est aussi traduite par une belle présence en défense. Et puis, comment ne pas parler de Al Horford qui est en mode mutant, qui est complètement en mode mutant sur ce début de saison, au-delà des qualités d'attaque, 68% en tir réel, on est à 22 de PER, regardez, il a complètement explosé au rebond défensif. Il stagnait un petit peu depuis 2-3 saisons à peu près 18% de rebond défensif. Il a grimpé à 25%. On retrouve le Al Horford du début de carrière du côté des Hawks, avec un aspirateur au rebond défensif et dans le sillage de son envie de défendre, de son excellente mobilité, de ses capacités de rebond, on a un Al Horford qui a un excellent impact défensif pour cette équipe des Celtics. Ajoutez à ça un très bon impact en attaque, et vous avez un Horford qui fait sans doute sa meilleure saison en carrière, en tout cas sur le petit volume de matchs qu'on a vu sur ce début de saison. Et puis, au-delà des inattendus, au-delà de Horford le mutant, il y a Marcus Smart. Il y a Marcus Smart, l'indispensable, l'invisible. Pourquoi je l'ai appelé l'invisible? Parce que vous allez me dire, mais attends, mais Marcus Smart, il a des stats dégueulasses. Il est à 10 points par match, à 30% de réussite. Il a des stats dégueulasses. Son PER doit être à 10, son tir réel à 40%. Marcus Smart, il est dégueulasse. Et c'est là où je ne vous répéterai jamais assez, ne regardez pas uniquement les stats. Allez un petit peu plus loin. Et quand vous allez un petit peu plus loin sur Marcus Smart, vous vous rendez compte que quand il est sur le terrain,
les Celtics sont bien meilleurs en attaque et bien meilleurs en défense que quand il n'est pas sur le terrain. Donc il y a vraiment un Marcus Smart qui apporte, et il apporte sur les choses qu'on ne voit pas dans les stats, avec de l'atomicité, avec de l'agressivité, avec effectivement un espèce de catalyseur dans ses capacités de défense de cette équipe des Celtics. Et point qui est très 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 important, que vous avez ici sur le bas du tableau, il apporte énormément au rebond. Quand Marcus Smart est sur le terrain, les Celtics sont extraordinairement forts au rebond. Regardez, on est à 55% au global rebond, 80% def, 30% off, donc un niveau très 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 élevé, et on n'est qu'à 51% quand il n'est pas sur le terrain. Et pourtant, Marcus Smart ne prend pas beaucoup de rebonds. Mais il fait les petites choses, il fait les écrans retard, il fait les contestations qui permettent aux autres joueurs d'arracher les rebonds. C'est pour ça que je vous dis, c'est l'invisible. On ne le voit pas sur la feuille de stats. Et pourtant, il est indispensable à cette équipe des Celtics. Et quand vous regardez ça, le différentiel plus 13 quand il est sur le terrain, seulement plus 4 quand il n'y est pas, vous comprenez que c'est un joueur indispensable. C'est le joueur de l'ombre. C'est le Man in Black, le joueur de l'ombre de cette équipe des Celtics. Mais il est indispensable. Il n'est pas loin de devenir mon joueur préféré. Et puis, au-delà de ça, on en parlait, on a un Kyrie Irving qui est correct. Alors, j'ai beaucoup vu, je fais une petite aparté, j'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux, ça y est, Kyrie Irving s'est mis à défendre, les Celtics sont super forts parce que Irving défend super bien. Je vais nuancer un petit peu. Pourquoi je vais nuancer un petit peu? Parce que regardez, quand Kyrie Irving est sur le terrain, les Celtics sont moins forts en défense que quand il n'y est pas. 99 points encaissés, 97 quand il n'y est pas. Et idem, quand vous comparez qualité d'attaque, eh bien quand Kyrie Irving il est sur le terrain, ça attaque mieux, c'est normal, c'est pour ça qu'il est là. Mais c'est pas forcément beaucoup plus marqué en qualité d'attaque. Après, on n'a qu'une quinzaine de matchs en référence, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais il est beaucoup plus impliqué en défense qu'il ne l'était du côté des Cavs, ça c'est indiscutable. Mais c'est plus ou moins le même Kyrie Irving qu'on voit sur le terrain avec les Celtics, qui est un petit peu distrait, qui oublie de venir aider, ou qui laisse son joueur se démarquer, ou qui bloque pas un rebond, ou qui va faire qui va se mettre hors de position parce qu'il cherche trop l'interception, il reste pas sur ses appuis. C'est le même. Sauf que la différence, c'est que quand Kyrie Irving se mettait hors de position aux Cavs, eh bien personne ne venait aider derrière et les Cavs ils prenaient un lay-up. Quand Kyrie Irving se met hors de position aux Celtics, eh bien derrière il y a un joueur qui compense, derrière il y a une aide de l'aide, une pré-rotation et tout ça est masqué. Donc on arrive beaucoup mieux à dissimuler entre guillemets les petites erreurs de Kyrie Irving qui sont nettement moins nombreuses parce qu'il s'est vraiment motivé à défendre, mais ces erreurs-là arrivent nettement mieux à être masquées du côté des Celtics que bien entendu du côté des Cavs. Mais clairement, Kyrie Irving il s'est fondu dans le moule des Celtics et il y a vraiment une tonalité défensive, une volonté de défendre de tous ces Celtics. Quand vous voyez Tatum, Brown qui ont 20 ans, qui défendent comme des morts de faim, Smart qui doit avoir 22, qui défend comme un mort de faim, Rozier qui défend comme un mort de faim, Horford le vieux briscard qui défend comme un mort de faim, c'est compliqué pour vous de vous dire ok bon bah moi je défends pas, vous comprenez. Donc il y a une dynamique collective dans laquelle Kyrie Irving s'est inscrite et c'est très très bien et il y a vraiment beaucoup plus d'envie et c'est ça qui compte, c'est vraiment l'envie, mais c'est pas Kyrie Irving qui a été déterminant dans la montée en puissance de la défense des Celtics. Il apporte sans doute plus que Thomas parce qu'il est plus grand, il peut mieux contester les tirs que pouvait ne le faire Thomas, mais c'est pas ça qui est déterminant. Bon, il suffit de regarder les différentiels on-off, notamment parce qu'il y a un gars qui s'appelle Marcus Smart derrière, mais quand Smart est avec Irving, c'est tout à fait cohérent, ça tient, et la boutique est tenue. Mais regardez aussi au rebond, vous voyez que quand Irving est sur le terrain, c'est pas là où les Celtics sont le meilleur au rebond, et ça peut jouer aussi dans ce niveau défensif qui est un petit peu moins bon que quand il n'y est pas. Ce qui est intéressant, c'est que si vous comparez par exemple avec un Steph Curry qui joue dans une très très bonne équipe comme les Celtics, une très très bonne défense comme les Celtics, qui est un meneur offensif comme Kyrie Irving, eh bien, il n'y a pas photo. Quand vous regardez sur cette saison le niveau défensif des Warriors quand Curry est sur le terrain, quand il n'y est pas, vous vous rendez compte qu'il y a un vrai impact. Et pourtant, derrière lui, il y a Livingston, il y a Iguodala, il y a des bons défenseurs
qui effectivement peuvent apporter quand ils remplacent Curry dans la rotation, mais c'est la preuve que l'apport d'Irving dans un contexte un petit peu similaire n'est pas encore complètement ce qui pourrait être de la part d'un meneur qui est vraiment un meilleur défenseur. Curry n'est pas connu pour ça, mais c'est un bon défenseur, hein. Ne l'étiquetez pas mauvais défenseur, c'est pas du tout le cas. Mais petite parenthèse, c'est pas ça qui compte. On l'a vu, les Celtics, défense numéro 1 de la NBA, parce que, eh bien, ils sont restés sur leurs fondamentaux, très bonne défense de la contestation des tirs sur les hot zones. Ils ont réussi à très très bien contester les tirs à mi-distance et surtout, c'est devenu une formidable équipe au rebond défensif. Ils verrouillent au rebond défensif et derrière, ils laissent rien en deuxième intention pour caricaturer aux adversaires directs. Tout ça a été possible parce que on a un Al Horford qui est retrouvé. On retrouve le Al Horford du début de carrière qui est partout. On a des Tice, des Tatum, des Brown qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là défensif et qui répondent présent. Et on a une équipe dans sa globalité qui est très 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 cohérente, qui est extrêmement mobile et il y a une envie généralisée de défendre et c'est ça qui compte. La défense, n'oubliez jamais, c'est 10% physique, 10% technique, 80% mental, envie. Et les Celtics ont cette envie. Est-ce qu'ils vont réussir à maintenir ce niveau-là sur toute cette saison? Eh bien, c'est la clé. C'est la clé du succès des Celtics sur cette saison. Les Celtics ne sont pas super bons en attaque, hein. Ils sont au milieu de tableau de la NBA en attaque. Ils s'en sortent vraiment parce qu'ils défendent comme des morts de faim. Le succès des Celtics cette année dépendra de la capacité ou non à maintenir ce niveau défensif. On suivra ça de près. Merci de votre fidélité, à très bientôt, bon match à tous.